Bonjour à tous, nouveau numéro de Lyon Politique sur le plateau de Lyon Mac TV. Aujourd'hui, Raphaël Ruffy-Fossoul et Damien Gouy-Perret, la co-animatrice du pôle implantation territoriale de la France Insoumise, Anaïs Bellouassa-Chérifi, et le conseil municipal de la Mulatière, Maxime Bost. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat du jour, l'audit sur la vidéosurveillance, les prises de position des élus NUPES et David Kimmelfeld. Débutons par une annonce qui était très attendue après des tergiversations de plusieurs années. La ville de Lyon a enfin pris connaissance d'un audit sur son parc de caméras de vidéoprotection, et alors qu'on pouvait espérer savoir enfin si le dispositif était utile ou non, eh bien l'étude ne répond pas à cette question. On sait seulement que certaines caméras ne sont utilisées que quelques minutes par an, qu'elles seront redéployées dans des quartiers comme la Croix-Rousse et qu'une trentaine de nouvelles caméras seront installées d'ici 2026. Bref, un quasi statu quo qui ne semble satisfaire personne. Alors on va peut-être commencer avec vous, Damien, parce que ça fait des semaines que vous attendiez les résultats de l'audit. Est-ce que vous êtes déçu ? Alors, j'en dormais pas depuis des semaines, parce qu'on attendait la grosse annonce. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette étude. D'abord, le fait qu'elle soit faite en interne. Je pense qu'elle n'est pas très objective. J'ai entendu tout et n'importe quoi, des contradictions. L'inspection générale des services, ils sont indépendants. Oui, bien sûr. Structurellement. Donc, je reprends mon propos, pardon. J'ai entendu tout et n'importe quoi au sein de la majorité, y compris des choses contradictoires. Les premières choses que j'ai entendues sont déjà des choses qui m'étonnent. Les chiffres. Lyon, 4e ville équipée en vidéoprotection. Ça ne veut rien dire. C'est un nombre de caméras, c'est un nombre de caméras par rapport à un nombre d'habitants. Je vais vous prendre la ville d'Obron, 240 caméras pour 43 000 habitants, 500 caméras pour 510 000 habitants à Lyon. Ça ne veut rien dire. Autre chose qui m'a perturbé, ce sont ces fameux 90% de caméras qui sont utilisées moins de 5 minutes par an. Ce n'est pas parce qu'on ne les utilise pas qu'elles ne sont pas utiles. Parce que la caméra, elle est là pour faire aussi de la prévention. Donc tant mieux si on n'a pas à les utiliser. Ça veut dire que quelque part, les gens voient des caméras et ne viennent pas faire leur délit ici. Ensuite, il y a une donnée qui n'a pas été transmise, c'est le nombre de caméras en état de fonctionner. Or, on sait que le parc de caméras de la ville de Lyon, il est dans un état catastrophique. Et preuve en est le nombre de personnes qui vont porter plainte auprès de la police municipale, suivi de réquisitions, où on leur dit « Ah ben non, c'est complètement inutilisable parce que la caméra elle est en panne ». Moi, j'habite dans le 6e arrondissement. Toutes les caméras qui sont autour du métro Foch ne fonctionnent pas, très clairement. Sur la place Maréchal Lyotet, sont les dernières qui ont été installées, elles ne fonctionnent pas non plus. Donc on a des caméras avec pas assez de monde derrière pour les voir, donc on utilise les caméras 5 minutes par an. On a des caméras qui ne fonctionnent pas, et on vient nous expliquer aujourd'hui qu'on va en rajouter une vingtaine ici, mais toutes les études françaises depuis des années montrent que l'intérêt de la caméra, c'est le maillage du territoire. On part de l'ultra-presqu'île, et on va mailler les territoires sur les grands axes. Les grands axes, c'est quoi? Ce sont les axes structurants de la ville. Pour les gens qui partent, quand vous avez un braquage, vous devez pouvoir suivre les gens. Quand vous avez quelqu'un qui vous arrache votre sac place Bellecour, vous devez pouvoir le suivre à la caméra jusqu'à Grange-Blanche, vous pouvoir le suivre jusqu'à la Cité internationale. Or, aujourd'hui, ce qui est annoncé dans le redéploiement de ce parc de caméras, ce n'est pas du tout un redéploiement pour mailler justement les territoires. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas logique. En fait, il n'en ressort rien. Et même les élus entre eux sont en contradiction. Certains disent c'est bien, on a vu le maire de Lyon, j'ai vu Mohamed Chi hier sur le plateau de Raphaël qui disait autre chose. Le maire du 4e, n'en parlons pas, puisque le maire du 4e, il est anti-vidéoprotection et que de toute façon, tout ce qui se passe de mal chez lui, c'est de la faute du gouvernement, c'est jamais la faute de casseurs potentiels. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont contradictoires. Et non, je suis évidemment pas satisfait. Et cet entre-deux ne va satisfaire personne. Ni les anti-caméras qui sont derrière la majorité, ni les pro-caméras comme moi qui sont en face. Donc aujourd'hui, finalement, j'allais dire, pardon, ça a été le titre de plein de médias, tout ça pour ça, quoi. Anaïs, ça peut être intéressant effectivement d'avoir votre avis, parce qu'au sein de la majorité de Grégory Doucet, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées qui disaient que les caméras étaient inutiles, qu'il fallait démanteler le parc. C'était des élus qui étaient surtout proches de la France Insoumise. Vous l'avez accueilli comment, cet audit ? Alors moi, je pense que cet audit, c'est bien de faire des audits, et je ne suis pas forcément d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut pas faire des audits en interne, parce que lorsque vous faites des audits et que vous faites appel à des entreprises privées dont c'est le métier de vendre des caméras, potentiellement, le résultat il est biaisé. C'est ce qui était prévu au début et ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ça posait problème. Aujourd'hui, Lyon possédera environ 600 caméras et ça coûte 2 millions d'euros. Il y a quand même un effet de doctrine, c'est est-ce qu'on remplace les hommes par les caméras ? Moi, je suis de celles qui dit qu'il faut avoir plus de brigades, plus de gendarmes, plus de policiers, plus de personnes en capacité d'agir concrètement sur le territoire, parce que c'est une étude de la gendarmerie qui avait été commandée en 2020 qui dit que 1,13% des crimes sont élucidés grâce à la vidéosurveillance.
Et d'ailleurs, la Cour des comptes, en 2020 aussi, avait dit je ne sais pas à quoi sert la vidéosurveillance et c'est peut-être un problème d'effectifs, vous l'avez dit tout à l'heure, de gens qui sont derrière les caméras, de temps d'intervention. Donc moi, je pose la question de savoir si les 2 millions d'euros, est-ce qu'ils ne sont pas mieux dans le recrutement, dans la formation de policiers, dans l'intervention concrète? Alors moi, je pense que Grégory Doucet, il a eu des pressions de toutes parts et qu'il a rendu une audite pour essayer d'apaiser les tensions. Quand on gouverne une ville comme Lyon et quand on a des responsabilités comme lui, je pense que c'est son rôle de répondre aux inquiétudes, y compris de la population. Par contre, je ne suis pas certaine que la vidéosurveillance soit ad vitam aeternam la solution contre les délits, la délinquance. Tout à l'heure, vous parliez aussi du fait que les délinquants, ils voient très bien où sont les caméras. Donc, du coup, les délits, ils se déportent à d'autres endroits où il n'y a pas de caméra. Il y a aussi cet aspect de maillage. L'intérêt de mailler. Cet aspect de maillage qui est intéressant. Donc, soit on décide d'en mettre partout, c'est pas ma position. Ma position, c'est de renforcer les effectifs de police, de les former. Soit on prend des arbitres, enfin, on arbitre politiquement ce qui est le mieux pour notre ville. Je veux juste rebondir, je passerai la parole aux autres après, il n'y a pas de souci. On dit la même chose. Je suis d'accord avec vous sur le fait que plus de présence humaine, les résultats n'en seront que meilleurs. Il y a quand même des données qui sont parlantes, et je parlais de Bron tout à l'heure. Bron, qui était une ville, non pas à feu à sang, mais pas loin, il y a 4 ans ou 5 ans, ils sont passés de 45 caméras à 240 caméras, je crois, au 1er janvier. Aujourd'hui, on ne parle plus de délinquance à Bron. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Ça veut juste dire qu'ils ont mis les caméras et des hommes derrière. C'est aussi que le maire arrête d'aller sur tous les plateaux parler de délinquance parce qu'il s'est rendu compte que ça faisait une mauvaise image de sa ville. Et des hommes, non, il y a des vraies données chiffrées. Donc, il y a des caméras et des hommes. Et je suis d'accord qu'il faut des hommes sur le terrain parce qu'il y a eu un déploiement de police municipale et des gens pour regarder également ces images. Ça s'est vraiment calmé, très clairement. On n'a plus les rodéos, on n'a plus les incendies. 0 voiture brûlée le 31 décembre à Bron. Ça n'était jamais arrivé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jamais. Donc, il y a quand même certains résultats, et j'entends tout à fait ce que vous dites, je suis d'accord avec vous sur le fait que les caméras, ça ne fera pas tout seul. Et effectivement, quand on met de la caméra, il faut en mettre à fond, ou pas en mettre parce que ça ne sert à rien. Si on n'en met que dans un petit secteur et qu'on ne maille pas le territoire, donc on dit la même chose. Pour rétablir la police de proximité aussi, pour créer du lien avec la population. Attention Anaïs, il faut toujours parler aussi du coût de fonctionnement derrière et puis de la difficulté à recruter du personnel qui est compétent. Et on le voit, Grégory Doucet dit lui-même, recruter de la police municipale, c'est très compliqué, oui, parce ça qu'ils coûte veulent cher. plus faire ce métier. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Donc, parce qu'on ne les traite pas bien comme l'ensemble des services publics de notre pays. Donc ça c'est un autre sujet. Ça veut dire que... C'est le sujet. Non, c'est un autre sujet. Ça veut dire que aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à recruter les policiers municipaux, faute de grille, on mange des merles. On peut déjà au moins commencer par avoir le matériel qui peut-être les aidera à bien faire leur job et les fera venir. Après, je pense qu'effectivement, le recrutement de la police municipale, c'est un enjeu très important sur lequel Grégory Doucet n'est pas le seul à se casser les dents. Après, je pense aussi que pour recruter des policiers municipaux, il faut que ces derniers se sentent suivis. Ce qui, pour l'instant, avec les déclarations du début de mandat de Grégory Doucet et d'un certain nombre de membres de son exécutif, c'était pas gagné. Donc les policiers municipaux ne se sentaient pas toujours très soutenus dans leur mission. Pour revenir à cette audit, moi, j'ai déjà un soulagement à la lecture de cette audit, c'est que, contrairement aux annonces de début de mandat, on ne part pas dans une direction de supprimer des caméras. Parce qu'on pouvait craindre, avec les déclarations au début du mandat, que cette audit serve finalement à justifier le retrait massif de caméras sur la ville ou le non-remplacement de celles qui ne fonctionnent plus, par exemple, par des nouveaux matériels. Déjà, ça, c'est un premier point, c'est qu'on ne va pas vers la diminution. Le deuxième point, c'est qu'enfin, on va avoir des statistiques effectivement, pour quelles caméras sont utiles, quand, comment, pourquoi, et donc potentiellement pouvoir dire est-ce que les redéploiements sont efficaces, est-ce que les nouveaux matériels sont efficaces, oui, non, dans quelles conditions on peut les redéployer ensuite, est-ce qu'on se rend compte que si on enlève une caméra quelque part, le lieu devient plus dangereux ou pas, voilà, je pense que ça, au moins, on aura enfin des statistiques sur lesquelles baser des décisions. Enfin, pour moi, l'enjeu de cette conférence de presse à laquelle j'ai eu la chance d'être, où Grégory Doucet a présenté son audit, c'est qu'il tente un numéro d'équilibriste. C'est-à-dire qu'au début du mandat, il était anti-caméra, puisque une bonne partie de sa majorité est anti-caméra. Le problème, c'est qu'entre-temps, il faut voir les déclarations en conseil municipal d'un certain nombre de membres de sa majorité. Non, mais ce qu'ils étaient contre depuis le début du mandat, dans ce qu'ils ont fait depuis le début du mandat, ils ont réinvesti dans les caméras, ils en ont rajouté dans les transports en commun. Donc, dans la réalité,
Disons que Ils n'ont pas été anti-caméra depuis le début du mandat. Disons qu'en tout cas, un certain nombre de voix s'élèvent contre les caméras dans la majorité et que Grégory Doucet y est sensible. Et c'est pour ça qu'on craignait que cet audit soit une justification pour dire pas plus de caméras, voire même moins. Et c'est déjà une bonne chose qu'on n'arrive pas vers ça. Et je pense que ce qui a finalement amené Grégory Doucet à être sur finalement plus de caméras et mieux de caméras, c'est que, entre-temps, un certain nombre de sondages sont sortis, que son action sur la sécurité est quand même très fortement critiquée, et il ne voulait pas donner, à mon avis, davantage le bâton pour se faire battre sur cette question-là, en annonçant... Qu'ils ont réécrit l'audit en dernière minute. Non, mais parce que, comme l'a très bien dit Damien, c'est que cet audit, il ne dit pas grand-chose, au final. Il ne dit pas que les caméras sont efficaces, il ne dit pas non plus qu'elles sont inefficaces, ce qui veut dire que ça laisse une marge d'interprétation assez grande. En disant ça ne prouve pas que c'est efficace, ils auraient pu justifier l'enlever. En prouvant ça ne prouve pas que c'est inefficace, on aurait pu décider d'en rajouter. Je veux dire, il reste quand même dans une espèce d'entre-deux là-dessus. Et moi, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est la réaction de la préfecture. Parce que la question la plus importante, c'est au final, la sécurité, c'est une affaire commune entre la mairie de Lyon et notamment la préfecture, la police nationale et la police municipale. Et pour moi, la réaction de la préfète est éclairante, de dire c'est gentil, ça va dans mon sens, mais il n'empêche que le point principal qui est la coordination entre la préfecture et la mairie de Lyon, elle, ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. En tout cas, Grégory Doucet n'a pas envie de donner davantage de connexion à la préfecture vis-à-vis de la vidéosurveillance. Et ça, la préfète l'a relevé. C'est pas ça l'enjeu. Mais... il y a un enjeu de coordination aussi quand même. Ils ont accès à 16 flux en direct, ils ont accès à toutes les images qu'ils veulent traitées par les agents de la police municipale. Mais il n'empêche que la préfecture demande davantage et que Grégory Doucet... la préfecture, c'est un contrôle à distance, comme ça existe à Bordeaux. Où ils ont accès à 15 caméras. 15 caméras, et ils ont accès en permanence, mais plus sur réquisition, ils ont accès aux images après coup. C'est ça. Aujourd'hui, les enregistrements sont plus longs, c'est pour ça qu'il y a eu un investissement d'ailleurs dans le parc pour permettre de garder les enregistrements plus longtemps. Mais effectivement, pardon. Moi, j'ai toujours pas parlé. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça viendra. Non, mais c'est un peu sur la position. J'ai bien compris que c'était ton sujet. C'est le sujet. La réaction de la préfète, elle est hyper intéressante parce que c'est elle finalement qui représente le régalien et qui dit mais vous pouvez vous agiter dans votre bocal autant que vous voulez. Pour l'instant, vous ne nous rendez pas le service qu'on attend. Et le service qu'on attend, c'est pas forcément plus de caméras, c'est qu'on ait accès aux caméras en direct. Parce que qui va intervenir? C'est la municipale, c'est la nationale qui intervient quand il y a quelque chose de grave. Si on met 15 jours à la prévenir, elle ne va pas intervenir. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais... Je vous passe la main, monsieur Ruffier. Non, mais moi, en fait, là où je suis assez d'accord, c'est de dire tout ça pour ça. C'est un audit qui a été fait pour gérer un aggiornamento idéologique des écologistes sur la question de la caméra vidéosurveillance. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau dans cet audit, et il n'y a pas de changement de politique. Ils vont continuer ce qu'ils font depuis le début du mandat. Ils avaient déjà investi 5 millions dans des nouvelles caméras. Ils confirment leurs investissements, ils confirment l'achat de nouvelles caméras mobiles au rythme qu'il y avait depuis le début du mandat. Aucun changement de ce point de vue-là. À la métropole, la même majorité a beaucoup investi dans les caméras. L'audit nous dit qu'on ne sait pas si c'est efficace ou pas. Il n'y a pas d'études dans le monde qui puissent démontrer que les caméras soient réellement efficaces. Mais il n'y en a pas qui disent que ce soit inefficace non plus. Par contre, ce que dit l'audit, qu'on savait déjà, c'est que ça marche très bien en milieu fermé. Donc ça marche bien dans les transports en commun, parce que là, les gens sont captifs et on peut suivre exactement ce qui se passe. Qu'ont fait les écologistes depuis le début du mandat, c'est qu'ils en ont mis dans les métros, dans les bus, là où c'est particulièrement efficace. Donc en fait, ils étaient un peu embarrassés parce que dans l'opposition, ils avaient un Étienne Tête qui était farouchement opposé aux caméras et qui avait toujours défendu l'idée que ce soit absolument inefficace et de la dépense publique pour rien. Ils sont arrivés, ils sont quand même pas tout à fait liés à Étienne Tête. Ils ont géré ça avec cet audit, mais c'est vrai que je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. 3 ans pour officialiser finalement leur prise de position, c'est long, et ça permet à beaucoup de politiciennes autour, sur des discours de défense de la caméra, en disant qu'ils ne feront pas de sécurité, etc., ou leur avocat qui vient rajouter 1 million d'euros pour faire sa propagande. Enfin bon, on est autour beaucoup de politiques politiciennes, mais c'est de leur faute. Ils ont tendu le bâton pour se faire battre pendant 3 ans. C'est ça. Surtout qu'ils n'arriveront pas à me faire croire qu'il n'y avait vraiment personne pour répondre à ces audits, quoi. Non, mais ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux appels d'offres
et qu'ils n'aient pas trouvé de candidat parce que l'audit qu'ils demandaient était un peu compliqué, d'accord, pour faire l'audit qu'ils ont fait là, c'est sûr qu'ils auraient... En fait, même ce genre de choses, ça aurait dû être fait en temps de campagne. Et qu'ils arrivent devant les Lyonnais au moment de l'élection avec un projet qui soit déjà ficelé en la matière. Allez, on vient de passer un quart d'heure sur ce sujet. Je vous propose de passer à notre deuxième. Il concerne les nombreuses prises de position des élus NUPES à Lyon, essentiellement écologistes, pour des thèmes évidemment importants, mais totalement nationaux. Mardi, le Conseil de la métropole de Lyon a adopté un vœu contre la réforme des retraites qui avait été proposée par tous les groupes de gauche. Il y a aussi le volet des violences policières avec 3 élus qui étaient présents à Sainte-Soline, dont Thomas Dossus, qui s'est ensuite écharpé à ce sujet avec Gérald Darmanin au Sénat. Et ce jeudi, pour le rassemblement toujours contre ces violences des forces de l'ordre, Europe Écologie Les Verts appelait à défiler. L'opposition et la préfecture leur auront reproché. D'où ma question, est-ce que les élus locaux NUPES sont dans leur rôle ou pas? Oui. Oui, Anaïs. Non. Clairement, si, parce que lorsqu'on est un député de combat comme les députés de la NUPES, on a un pied à l'Assemblée nationale, un pied dans les mobilisations sociales. Alors je pense qu'ils ont fait, comme on peut dire, le taf à l'Assemblée nationale. Ils ont été force de proposition. Certains ont dit que c'était de l'obstruction parlementaire. On a fait des propositions sur le financement de la réforme des retraites. On a été jusqu'au bout dans la mobilisation sociale. On a été auprès des salariés lors des piquets de grève. On a fait une caisse de grève qui a atteint, je crois hier, 860 000 € qu'on est en train de distribuer aux salariés de ce pays qui font grève, parce qu'on peut se le dire, on ne se lève pas un matin pour dire oui, j'ai envie de faire grève. Non, on perd du salaire, on perd de la dignité quelquefois quand vous faites effectivement traiter dans la sphère publique en disant que ce sont des feignants, ils ne font rien et tout. Moi, je prends souvent l'exemple de Ibrahim, qui est un salarié de Pizzorno, ce sont les éboueurs de Paris. Il explique que ça fait 13 ans qu'il travaille dans cette entreprise. 13 ans. Et qu'en 13 ans, il n'a jamais vu un collègue partir à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts avant. Ils sont tous morts avant. Ils passent leur vie à être derrière des camions bennes, à inhaler des produits toxiques, tout comme les égoutiers, tout comme les maçons qui portent des agglos tout au long de leur vie. Alors, le débat, je pense qu'il est davantage sur le report de l'âge légal du départ à la retraite. C'est Macron qui vole 2 ans de vie, 2 ans de vie libre, à des métiers pénibles. Il supprime les critères de pénibilité 4 sur 7 en 2018, je veux dire qu'il n'entend pas ce qui se passe dans notre pays. Mais est-ce qu'on attend des conseillers métropolitains de prendre la parole là-dessus? Mais bien sûr, c'est un sujet public. Il y a 93% des actifs qui sont contre cette réforme. 73% des Français qui sont pour que la mobilisation, elle continue. Et ça, par ailleurs, c'est un sondage qu'a commandé Le Figaro, qui n'est pas non plus un quotidien bolchevique. Donc, à un moment donné, je pense qu'on a un président qui est seul et esseulé. Il ne comprend pas ce qui se passe dans notre pays. Il y a une tension qui fait qu'augmenter. Enfin, je veux dire, les gens, ils ne finissent pas dignement leur fin de mois parce qu'ils n'ont plus rien. On a un pouvoir d'achat qui est en baisse. On a des gens qui arrivent à ne pas se loger correctement, qui choisissent entre se chauffer ou donner à manger à leurs enfants. On est la 6e puissance économique du monde et on a 9 millions de pauvres. On a des gens qui sont à bout. On est dans un climat de tension qui ne fait qu'augmenter. Et moi, j'entends toute la petite musique sur les casseurs, la mobilisation sociale, il y a de la casse et tout. Ça fait depuis janvier que les gens sont dans la rue. Il y a 20 millions de personnes qui ont défilé. Jusqu'à l'annonce du 49.3, il n'y a eu aucun débordement. Les gens, ils sont arrivés à bout. Ils se sont dit, il y a une procédure parlementaire démocratique, législative qui a eu lieu. Et non, encore une fois, pour le deuxième mandat, c'est un 11e 49.3. Après, il y a une motion de transpartisane de censure, à 9 voix qui n'est pas votée. On voit bien que là, il y a un problème politique institutionnel dans notre pays. Et ce qui s'est passé à Sainte-Soline, il faut rappeler que c'est... alors en plus, il y a un plan d'eau qui a été présenté hier par Macron. Alors c'est bien qu'il se soucie de l'eau parce que l'eau, effectivement, c'est un bien commun. Mais les méga-bassines, c'est quoi? Ce sont des trous d'eau pour collecter l'eau, pour que certains agriculteurs puissent en bénéficier et pas d'autres. D'accord? Alors que des élus lyonnais se rendent à Sainte-Soline, qui n'est pas du tout dans la métropole de Lyon. Ce sont aussi des élus nationaux.
Quand vous êtes député, vous êtes élu Il y a des national. députés, mais il y avait aussi un conseiller métropolitain, Mais- Benjamin Badoir, qui était là. Je pense que c'est bien. Enfin, si vous pensez que la cause de l'eau est noble, parce que c'est bien de ça dont on parle. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est d'avoir 3000 policiers qui entourent un trou où il n'y a rien. D'accord ? Il y a 6000 manifestants. Il y avait 6 km de manifestation. À aucun moment, on a trouvé des policiers pour dire « Ok, stop, on arrête, on se détend ». C'est 4000 grenades qui ont été tirées. 4000. Il y avait 3000 manifestants. Ça fait quoi ? Ça fait une grenade toutes les secondes. Je veux dire, à un moment, il y a un maintien de l'ordre dans notre pays qui n'est pas cohérent, quoi. Et je sais, vous êtes en train de faire les gros yeux et oh là là, ça va pas. Mais moi, j'en veux pas aux policiers. Parce que eux, ce que je disais tout à l'heure, c'est un service public. Ils souffrent aussi. Vous savez combien de policiers se suicident ? En janvier dernier, c'était 12 policiers qui se suicidaient. Notre pays va mal et tous les corps de métier vont mal. Et quand on arrive autour d'une méga-bassine, il y a 3000 policiers et ça tire dans le tas, alors que nos élus étaient autour des blessés. D'accord ? Et se sont fait gazer, ils ont eu des grenades, alors qu'ils étaient bien visibles avec leurs écharpes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revoit la chaîne de commandement ? Parce qu'il n'y a pas de commandement intermédiaire. Vous avez Darmanin qui donne les directives, et ensuite vous avez les policiers qui sont là, qui les appliquent. Mais vous savez, dans ces policiers-là, il y a énormément de gens qui sont des réservistes. Les réservistes, ils sont 90 jours policiers par an. Ok ? Et ils sont formés 10 jours. Est-ce normal qu'on envoie comme ça des gens au casse-pipe ? Moi, je pense pas. Je pense que sur le constat que vous faites, il y a plein de points qu'on partage. Alors Maxime, vous n'étiez pas d'accord dès le début sur le principe de la prise de position des élus NUPES lyonnais. Alors, en fait, pour moi, il y a une vraie problématique, mais c'est la doctrine qui consiste à tout conflictualiser. Je pense que le rôle d'un élu, c'est d'être le représentant du peuple, et qu'en tant que tel, son rôle, c'est d'essayer d'apaiser autant que possible le débat. Parce qu'en démocratie, on est là pour débattre, pour trancher, pour prendre des décisions Alors, je me ensemble. demande. Hein. Ah, mais on peut critiquer Emmanuel Macron Oui. sur sa posture. Il n'empêche qu'Emmanuel Macron appelle personne à désobéir, ne se rend pas dans des lieux où les manifestations sont interdites, ne justifie pas de violence. Il n'en parle Quel pas, qu'elle soit. c'est pire. Alors, il aurait pu dire il n'en parle pas, on aux peut le syndicats, critiquer. c'est bien, vous Excusez-moi, avez je ne vous ai réussi. pas interrompu, Non, mais s'il vous plaît. vous dites quand même des choses qui sont aberrantes. Non, je ne dis pas des choses qui sont Vous aberrantes. défendez Emmanuel Macron, c'est le président de la République, il devrait dire « Ok, je retire cette réforme, je vois que ce pays va C'est mal. pas- L'enjeu n'est pas là. Là, on ne parle pas de la réforme ou pas la réforme. Là, on C'est la parle de conjoncture, quand même, qu'est-ce qu'on actuelle, hein. accepte comme comportement en démocratie, en République, et quel est le rôle de l'élu. Un président qui se soucie de son peuple. Je parle du rôle Je vous institutionnel, là. Oui, On ne bah parle oui. pas de la personne, on ne parle pas de son opinion, on ne parle pas de son choix. Son choix lui appartient, on considère qu'il a raison ou qu'il a tort, ça, chacun est libre de le penser. Maintenant, il y a les institutions, il y a le fonctionnement républicain, et le fonctionnement républicain et démocratique, c'est de débattre, de trancher ensemble, d'accord, de respecter majorité comme opposition, d'accord. La réforme des retraites est passée en 49.3, certes. Il y a eu une motion de censure, elle aurait pu aboutir, elle n'a pas abouti, c'est un fait. Bien, maintenant on se désole que le 49.3 existe, ça peut s'entendre. Je ne suis pas un fervent défenseur du 49.3, personnellement je pense qu'il aurait fallu que ça passe au vote. Voilà, donc c'est un fait. Maintenant ça a été fait, la responsabilité d'un élu, c'est de dire est-ce qu'à un moment ou à un autre, je respecte le principe républicain dans lequel je suis candidat à des élections et je suis élu, auquel cas de dire le 49.3, il existe, on peut vouloir le faire supprimer, et dans ce cas-là, c'est un travail constitutionnel à porter en tant qu'élu, d'accord ? Mais dire le 49.3 est une violence, donc on va accepter que des mairies d'arrondissement soient incendiées, que des Vous avez personnes... des élus qui Par ont dit qui ça ? Non, mais quand on a par exemple Rémi Zinc qui intervient ici pour dire que finalement, si sa mairie a cramé, c'est d'abord et avant tout la faute à Macron, et d'ailleurs, je reviendrai sur ce terme-là, plutôt que la faute de groupuscules extrémistes qui sont là pour, quelle que soit la raison de toute façon, incendier la mairie, parce que c'est un symbole républicain, parce qu'il y a dans cette mobilisation deux types de personnes qui se sont radicalisées. Il y a des personnes qui se sont radicalisées, effectivement, comme vous le dites, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, et la colère monte, et le processus de radicalisation, c'est quelque chose qui se construit, on le sait. Et puis, il y a des personnes qui sont de toute façon là pour tout casser, parce qu'eux sont anti-républicains dans l'âme, et pour eux, cette réforme-là, c'est le prétexte. Ils attendaient l'étincelle qui leur permettrait d'y aller. Et ces personnes-là, quand elles incendient la mairie du 4e arrondissement, vous n'allez pas me faire croire qu'ils pensent un instant qu'en incendiant la mairie du 4e arrondissement, ils vont faire reculer la réforme des retraites. Par contre, pour eux, ils attaquent un symbole républicain, parce que c'est la République qui est visée. La mairie du 4e arrondissement,
quand même incroyable de dire, si ils étaient là que contre la réforme des retraites, qu'ils incendient des mairies d'arrondissement de personnes qui sont contre la réforme des retraites. Je veux dire, Rémy Zinc, il n'a pas été attaqué en tant que Rémy Zinc, élu écologiste anti-retraite. Il a été attaqué en tant que Rémy Zinc, représentant de la République sur le 4e arrondissement. Et c'est en ça que moi, j'ai apporté mon soutien à Rémy Zinc. Je lui ai envoyé un message pour lui dire je vous soutiens face à cette violence, d'accord ? Par contre, quand après Rémy Zinc vient expliquer que si sa mairie elle a brûlé, c'est la faute au gouvernement principalement parce que c'est à lui d'empêcher, enfin de faire les gens redescendre. peuvent regarder l'interview, vous verrez que Voilà. c'est un petit peu plus compliqué que C'est ça. un peu plus compliqué que ça, mais il n'empêche que des groupuscules d'extrême gauche qui sont là pour s'attaquer frontalement à la République, il y en a à Lyon. C'est un Surtout fait. d'extrême droite. Hein. Mais extrême droite aussi. Mais Excusez-moi, ils font quand Alors, même plus de ratonnades dans le 4e arrondissement que... Alors, non mais, à Lyon, les on a deux- aussi ce problème-là Il y a de plein de l'extrême il y a droite. plein de débats alors, dans il le y a plein débat. de débats. Juste un point sur lequel Terminons je là-dessus, voulais on revenir, c'est conclut que avec, les élus doivent être respectés en tant que tels, et y compris le président de la République. Vous voyez, j'entends trop souvent, y compris des élus de la République, dire Macron, 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 Macron. Non, c'est Emmanuel Macron ou c'est le président de la République. Mais par exemple, commencer déjà à l'apostropher par son nom de famille en lui enlevant le titre auquel il est apostrophé, ça commence déjà à avilir le débat, vous voyez. Et ça participe à ce petit renchérissement. Mais c'est des petites choses, d'accord ? Oui, C'est des petits quand symboles. Emmanuel Mais Macron dit que ceux qui sont dans les gares ne sont rien, qu'on peut traverser la rue pour trouver un emploi, il méprise les Français. Donc à un moment donné, quand vous avez eu 6 ans de macronisme constant, j'ai l'impression que vous ne mesurez pas ce qui se passe dans notre pays et que vous êtes sur un débat de posture. absolument Les gens pas. Au contraire, au bout du rouleau. Justement, Les gens n'en peuvent plus. Je vous Justement. inviterai à terminer ce débat qui est passionnant. Alors, Après, juste pour finir là-dessus, parce que je Et pense que c'est rapidement, important. Maxime, et on bascule avec C'est très Raphaël. important parce que justement, c'est parce que les gens sont à bout, parce que la colère gronde et que les choses peuvent devenir de moins en moins raisonnables, que le rôle des élus, c'est au lieu de mettre de l'huile sur le feu, de dire on se calme, on essaye de poser les choses et de trouver d'autres débouchés que la violence. Et justement. du chef de l'État. Mais- Puisque et vous l'avez le chef de remis l'État dans est un son élu. rôle de Emmanuel Macron, président de la République, c'est à lui d'apaiser les choses, c'est Oui. à lui de faire 3 choses, soit le retrait, soit la démission, soit la dissolution. Il n'y a que ça. Allez, Raphaël et Damien, en 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, 30 secondes. Moi, ce qui m'amusait, c'était quand vous vous étonniez qu'il y ait des élus qui aillent ailleurs qu'à Lyon défendre leurs idées. Bon, ils sont pas. Je m'en étonne pas, je pose la question. Quand on est élu local, on n'est pas assigné à résidence, Bien hein, sûr. et on n'est pas obligé de parler que des sujets de proximité locaux. Donc, après, qu'ils expriment leurs convictions, bah, évidemment, c'est leur rôle. Et quelque part, on attend des politiques aussi d'exprimer des idées. La seule chose où je trouve qu'effectivement il y a une question qui peut être posée, c'est que c'est que la non-violence, la désobéissance civile, ça s'organise, là je pointe pas les élus écologistes, mais je vois dans les mouvements de jeunes là, qui peuvent être violents les soirs, comme on a encore eu hier à la Croix-Rousse. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas dans la violence, je l'ai bien vu, mais par leur action, ils permettent à des dégradations inacceptables de se produire. Là, ils ont une responsabilité. Ce sont des jeunes qu'il faut, à un moment donné, il faut aussi former. Peut-être que des élus peuvent avoir un discours envers eux pour leur faire entendre. Il me semble que c'est plutôt ce que j'entends de la part des élus écologistes, contrairement à ce que vous dites. Mais si on revient sur Sainte-Sorine, effectivement, c'était une manifestation qui était interdite. Il y avait une volonté d'avoir une action de désobéissance civique non violente. Il faut être capable de l'organiser pour s'assurer que ça se passe bien. Je suis totalement d'accord avec vous aussi sur l'idée que, en revanche, il y a un vrai problème de maintien de l'ordre en France. La manière de le faire, utiliser, mais depuis des années, est absolument inacceptable au regard de tout ce qui se pratique dans les autres démocraties. Oui. Donc là, il y a quelque chose à changer. Et là-dessus, je suis d'accord effectivement qu'on a un énorme problème de maintien de l'ordre. Et parce que pour moi, la responsabilité de l'apaisement doit venir de ceux qui sont le mieux équipés. Or, en France, ceux qui sont le mieux équipés, le mieux préparés, le mieux entraînés pour ça, c'est notre police, c'est notre gendarmerie. Et effectivement, quand on voit qu'on atteint un certain niveau d'escalade, là, on a une problématique effectivement du maintien de l'ordre et de la manière dont c'est organisé. Damien. Je fais hyper court. hyper court. Qu'un vœu soit formulé à la métropole pour prendre une position normale, ce sont des élus, Voilà. ils ont le droit de donner leur avis, c'est normal. Qu'on aille manifester dans une manifestation interdite, je trouve que ce n'est pas le rôle des représentants de la République. Il y a des débats depuis des années là-dessus. Certains disent oui, mais c'est comme ça qu'on renverse le pouvoir, etc. Peu importe. Et puis je vais finir par un petit calcul mathématique. Vos salariés de chez Pisorno, s'ils n'arrivent pas à la retraite, si on leur rajoute 2 ans, ils ne les feront pas.
De quoi, pardon? Vos salariés de chez Pisorno, s'ils décèdent avant la retraite, on peut leur rajouter 2 ans ou 5 ans, ils n'y arriveront pas de toute façon. Ouais, mais ça, c'est Donc ça mesquin change pas de dire beaucoup. ça, quand même. C'est mesquin, c'était une C'est la boutade. vie des gens, quand même. C'était pour monsieur. détendre un peu l'atmosphère Mais sur oui, le plateau. mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont interpellants. Oui, tout à fait. Enfin- Mais bon, moi, je connais des salariés de Pisorno qui travaillent à Lyon, hein, puisque Lyon aussi a un marché, ils arrivent à la retraite. Donc, l'exemple que vous prenez m'interpelle, effectivement. Je l'entends. Après, on c'est va pas pas moi qui le rentrer, dis, c'est le on salarié, va pas hein. rentrer dans le débat politique national qu'on entend depuis 3-4 mois. Je pense que le rôle des élus, c'est d'appeler à l'apaisement, quel qu'il soit, de droite, de gauche, de condamner les violences systématiquement et de ne pas trouver des excuses bidons comme celles que j'ai entendues dans la bouche du maire du 4e, qui est incapable de condamner les gens qui sont venus foutre le feu à sa mairie sous prétexte de débats nationaux, de violences législatives, etc., qu'on peut entendre. Il a condamné les violences. Il n'a pas décrit les auteurs, mais il a Non, condamné les violences. les violences législatives qui justifieraient qu'on foute le feu à une mairie, la réponse c'est clairement non. Et même si 95% des Français sont contre cette réforme, je pense que 95% des Français sont contre le fait de foutre le feu à des bâtiments Oui, collectifs. mais là, les élus Donc- écologistes ont tous Mais là, il y a condamné un les décalage. violences. Il n'y a pas eu Oui, mais il y a un d'écart. décalage. À un moment, il faut dénoncer, comme moi je dénonce les violences d'extrême droite et les ratonnades à la Croix-Rouge, je dénonce ce genre de violence. On va les payer à un moment ou à un autre. Ça coûte une fortune à la collectivité. La collectivité, c'est nous. L'État, c'est nous. On paye des assurances, on paye des policiers, on paye tout ça en permanence parce qu'on a une cinquantaine d'écervelés qui vont foutre le feu dans les villes. Et bien tout ça, on va le payer à un moment ou à un autre. Donc c'est complètement contre-productif. Et en plus, ça dessert la cause. Clairement, ça dessert la cause qui est entendable aujourd'hui. On est pour, on est contre, mais elle est entendable. Et je pense que ça dessert la cause au point que des gens ne veulent plus aller manifester. Parce qu'ils ont peur, tout simplement, de se retrouver au milieu de tout ça. C'est ça. Et pour aller peut-être juste pour conclure là-dessus, Oui, c'est merci. que effectivement, moi, là où il y a une vraie problématique pour notamment Sainte-Soline, moi j'entends des élus, des députés qui ont été gazés, mais enfin, à un moment, vous venez dans une manifestation déjà qui est interdite. Déjà pour moi, c'est pas votre place. Mais quand ça commence à dégénérer, quand vous voyez des mecs autour de vous qui sortent des cocktails Molotov, qui s'en prennent aux policiers, mais qu'est-ce que vous restez là? Je veux dire, à un moment, vous êtes élu, vous n'avez pas à rester au milieu. Les élus, ils des étaient Black Blocs. autour des blessés, ils faisaient une ligne, sein de leur écharpe, très visible, et ils se sont fait canarder Non, comme ils étaient Si. pas derrière dans le camp. Ah oui, donc vous faites comment? Parce que, alors, vous faites comment lorsque... On n'a pas vu d'élus couvrir des on a- casseurs. non. Les S'il vous élus plaît, ont s'il vous plaît. dans un premier temps protégé les blessés. Des blessés Anaïs. qui ne pouvaient pas être évacués. Pourquoi? Parce que la gendarmerie ne laissait pas passer les ambulances. Voilà ce qui s'est passé. Alors là-dessus, il y aura une enquête. Allez. Il y a une enquête Le en Monde cours. a quand même donné des... Le Monde, Le Monde a quand même publié des Les enregistrements qui prouvent et ce que je suis on en n'est train de pas dire. sur Sainte-Soline politique, mais sur Lyon politique. Merci beaucoup. Terminons, et on va être obligé d'écourter ce dernier sujet, ça va pas faire du bien à son ego, par un zoom sur David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole de Lyon, ancien maire du 4e, ancien dauphin de Gérard Collomb. Aujourd'hui, il siège dans l'opposition à la ville et à la métropole. Il se fait à chaque fois remarquer par des prises de parole bien senties. Ce fut encore le cas lundi au Grand Lyon. Nos confrères de Lyon Capitale l'ont testé pour les 2 élections de 2026 dans leur sondage. Et lui prend un malin plaisir à entretenir le flou sur ce qu'il fera dans 3 ans. Alors il y a plusieurs facteurs en jeu, on va en parler rapidement. Est-ce que selon vous, David Kimmelfeld adopte la bonne stratégie aujourd'hui, celle un peu du nini ou du toutou? T'es où le thé, bien sûr. Oui. Raphaël. Non, c'est difficile de dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas adopté la bonne la dernière fois, parce qu'en se présentant à la métropole et pas à la ville de Lyon, il a perdu Lyon et perdu la métropole. Et il a tout perdu derrière. Donc que la prochaine fois, en tout cas aujourd'hui, ils disent qu'avant tout, sa priorité, c'est Lyon, ça me semble être dans le bon ordre des choses. Damien? Moi, je ne l'ai pas entendu dire que sa priorité, c'était Lyon. David Kimmelfeld, c'est quoi comme format? C'est un ancien élu local, maire du 4, ancien président de la métropole, donc c'est le plus capé de nos élus aujourd'hui, très clairement. Il a une position politique globale qui peut lui permettre d'élargir sur sa droite, qui peut lui permettre d'élargir sur sa gauche. Donc franchement, aujourd'hui, c'est pas forcément celui qui a le plus de notoriété, mais c'est celui qui est le mieux placé pour rassembler et sans qu'on bascule dans de l'extrême gauche ou dans de l'extrême droite. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une position d'attente. Je ne suis pas sûr qu'il ait pris une décision d'aller à la ville ou à la métropole. Il s'aperçoit que petit à petit, il arrive à poser ses jalons ici. Je ne suis même pas sûr qu'il ait décidé d'être candidat d'ailleurs. Mais très clairement, d'abord, c'est quelqu'un qui est extrêmement sympathique. Hein. Moi, ce n'est pas mon bord politique, mais il est extrêmement sympathique. On peut parler avec lui, on peut construire avec lui, on peut faire beaucoup de choses. La droite est prête à se ranger derrière lui. Mais je pense qu'il est capable de travailler avec la droite, ou même de se ranger derrière la droite, ou l'inverse, je ne sais pas, peu importe. On est beaucoup trop loin d'élections. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage politique français ou métropolitain, c'est celui qui est le plus à même de récupérer un peu sur sa droite, un peu sur sa gauche. Donc moi, je me mets à sa place, il se dit,
step by step, j'avance et puis on verra bien où je bascule. Et il pourrait très bien effectivement être candidat des deux côtés, sans être élu des deux côtés, mais candidat des deux côtés. Parce que, et là je rejoins ce que disait Raphaël, pour gagner une métropolitaine, il faut une visibilité. Or, la visibilité, c'est la ville de Lyon. Le pouvoir, c'est la métropole, mais la visibilité, c'est la ville de Lyon. Donc, il avance petit à petit, l'oiseau fait son nid, et je ne suis pas sûr qu'il ait pris une décision quelconque. J'ai fait court. Anaïs, c'était de notoriété publique que David Kimmelfeld avait négocié avec la NUPES, les écologistes, en 2020 pour faire une alliance au second tour, ce qui ne s'était pas fait. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une alliance à droite. Vous le voyez comment, de la gauche, David Kimmelfeld ? Écoutez, moi, je ne fais pas de politique fiction. Je pense que la politique, elle est tellement cyclique et que des événements peuvent arriver et tout basculer. On l'a déjà vu. Par exemple, Fillon était le candidat favori en 2017, en 2 mois. En 2 mois, il n'est devenu personne. Alors, je pense qu'il faut y aller à tâtons et puis prendre du recul sur ce qu'on est en train de voir. Et surtout, je pense que, si j'ai un conseil à lui donner, je pense que ce n'est pas la bonne temporalité pour commencer à jouer des coudes, puisque le moment est la mobilisation sociale et qu'il me semble qu'il y a quand même quelques discordes au sein de son groupe politique, à savoir La République En Marche, sur la réforme des retraites. Il me semble que lui, il n'est pas farouchement opposé, mais que son groupe politique, lui, a voté à l'Assemblée nationale... n'a pas voté à l'Assemblée nationale, mais a soutenu le 49.3. Donc je pense qu'il faut qu'il l'attende. Moi, je serais sa conseillère en communication, je lui dirais d'attendre. Mais après, il fait comme bon lui semble. Nous, ce n'est pas encore dans nos têtes les prochaines échéances. On fait ce qu'on a à faire, on a une mobilisation sociale à gagner, et puis on verra bien les autres échéances. Mais vous pourriez travailler avec lui ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, parce que nos doctrines politiques, elles sont éloignées. Je veux dire... je veux bien que ce soit de la politique locale, mais quand il s'agit de décider sur par exemple sur la vidéosurveillance, je veux dire, on a 4 nuances ici qui sont présentes sur ce plateau. Donc, je pense qu'il faut avoir un programme politique et après, on voit ce qui se passe. Maxime ? Moi, je vais plutôt être d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'effectivement, David, c'est sans doute l'élu le plus capé de l'opposition aujourd'hui. Effectivement, il a été président de la métropole de Lyon, a priori plutôt apprécié par le monde associatif, par les partenaires. Il a quand même réussi un certain nombre de choses pendant son mandat. Et effectivement, il a aussi été élu du 4e arrondissement pendant de nombreuses années et il connaît très bien la ville de Lyon. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, effectivement, pour faire un choix ou pour lancer une campagne. Après, je rappellerai quand même à ma voisine que le premier qui est sorti du bois, c'est quand même Grégory Doucet qui a annoncé sa candidature à sa réélection. Et c'est en fait ça qui a accéléré le calendrier finalement. Et je pense que d'ailleurs c'était une erreur de la part de Grégory Doucet, puisque ça le met quand même en difficulté en tant que maire candidat, dans sa posture de maire, justement pour revenir sur le rôle de l'élu, de maire qui est censé représenter tout le monde et pas seulement être le candidat de son écurie politique. Ensuite, il ne faut pas oublier que David Kimmelfeld n'est pas le président d'un groupe En Marche. D'accord, il est président d'un groupe à la métropole de Lyon et coprésident avec Georges Képénékian à la ville de Lyon, de groupes qui sont progressistes, donc qui sont certes pour en partie en marche, mais aussi pour en partie pas en marche du tout. Et donc du coup, c'est effectivement un positionnement qui est sur un rassemblement plus large. Et effectivement, pour moi, David Kimmelfeld est dans une posture politique qui lui permet de rassembler très largement, et sur sa gauche et sur sa droite, Damien l'a très bien dit, et pour moi, c'est une posture qui est assez constructive, et ses positionnements, justement, que ce soit à la mairie de Lyon comme à la métropole de Lyon, pour moi, est un positionnement assez constructif, c'est-à-dire que David Kimmelfeld, il n'intervient jamais sur des élans, je dirais, idéologiques. Il est surtout sur une posture pragmatique, sur prenons compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, réévaluons et ne restons pas enfermés dans des a priori de pensée. Et par exemple, sur l'audit sur la vidéosurveillance, je pense qu'il serait intéressant d'avoir son avis, parce que je pense qu'il ne sera pas dans une posture extrêmement tranchée sur ce sujet, par exemple. Très bien. Parce qu'il faut rappeler qu'il a quand même été maire du 4e arrondissement, et que le 4e arrondissement, n'a pas de sous caméra. sa mandature, n'a pas été couverte de caméras de vidéosurveillance. Ça veut dire Mais ça va qu'il n'est changer grâce à l'audit. Voilà, ça va changer grâce à Grégory Doucet, et donc j'imagine que Rémi Zinc va être super heureux d'avoir des caméras chez lui. C'est pas sûr. On est arrivé au terme de l'émission. Merci pour vos retours, votre fidélité. L'actualité continue bien sûr sur lyonmac.com et on se retrouvera la semaine prochaine.